Et qui sont des textes que vous avez choisis l'un et l'autre. Il y en a une partie, toi, Pierre-Henri. Bah, moi j'ai choisi dans mes bouquins, je les lis après les autres. Ouais, j'ai bossé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en avait choisi à peu près 3 fois plus, mais voilà, on n'a pas eu le temps. Il se trouve que moi, avant d'être dessinateur de bande dessinée, j'ai fait des études de sociologie et j'avais commencé une thèse, et donc il y avait un certain nombre de ces choses-là qui ont émergé dans mes lectures. Par exemple, j'avais pensé mettre un texte qui est assez connu, qui s'appelle Les chômeurs de Marienthal, qui est un truc qui étudie les effets du chômage dans une petite ville ouvrière où la principale activité ferme, et ça se passe dans les années 30. Donc on avait essayé de donner un panorama comme ça, vaste à la fois sur le plan géographique et historique. On n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'au consulting. C'est bête parce que j'ai aussi été consultant. Donc on peut en parler. Mais... Il faut savoir que quand Nicolas s'est intéressé au consulting pour Connemara, il m'a interviewé, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, c'est ma taupe. c'est lui qui a eu le génie de cette phrase qui a prise dans le bouquin. Un consultant, c'est fondamentalement quelqu'un qui range une pièce vide. À qui on demande de ranger une pièce vide. Et cette phrase n'est pas de moi. Zéro génie. Pas de questions. Puisqu'il y a beaucoup de questions de travail, est-ce qu'en dehors de ces jobs qui servent à rien, est-ce qu'il y a fondamentalement une évolution? Parce que là, justement, il y a tout ce spectre temporel qui est parcouru. On voit le travail en usine et puis le travail après l'usine. Est-ce que c'est une évolution que vous voyez comme nouvelle, enfin vers de nouvelles mutations, vers de nouvelles choses, ou est-ce que c'est un retour aux fondamentaux du 19e, avant la protection sociale, quand les travailleurs étaient journaliers et qu'ils étaient des individus comme ça isolés, qui se retrouvaient sur le tard dans les bourses du travail pour trouver du job? Est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est un cycle? Il y a, à mon avis, un peu des deux, c'est-à-dire en tout cas, les grands collectifs industriels ont été anéantis, parce que le travail industriel, alors en Europe, ont été anéantis et déplacés soit dans des pays à bas coût ou des pays de l'Est. Et donc ça a changé, parce que ça a changé les modes de vie, des types de lutte, des rapports de force, tout ça c'est bien fini. Il y a eu un morcellement et puis une réorganisation du travail autour du service. Et effectivement, aujourd'hui, le génie du capitalisme consiste à convaincre les gens qui sont l'entrepreneur de leur propre existence et de leur métier, alors que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelait le travail à façon autrefois. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour... Les mines, ça a commencé comme ça. Les gens, après avoir cultivé leur champ, allaient piocher quelques kilos de charbon, ils le mettaient dans un sac, ils allaient le vendre eux-mêmes. Et s'il y avait un accident, un aléa, un problème de santé, ils se démerdaient. Parce que le petit entrepreneur, sa faiblesse quand même, c'est qu'il n'a aucune structure collective pour prendre en charge les aléas, en fait. Donc oui, il y a un retour un peu au travail tel qu'il était au XVIIe, XVIIIe siècle. D'ailleurs, Coquart, il en parle beaucoup de ça dans Ce qui reste, sur le passage à une société de service et aux effets que ça a sur le corps social et sur son engagement politique. Il y a ce que ça soulève, je trouve, comme question ça en creux, c'est celle des syndicats. Et donc, moi je trouvais ça très bien, ce qu'on a entendu là sur les syndicats. Il faut savoir que dans les années 90, le gouvernement a demandé beaucoup il a commandé des études sur les syndicats. C'est étonnant qu'en France, c'était 11 ou 12% à l'époque, alors qu'en Scandinavie, c'était 90%. Et il y avait des déterminants très simples de ça, et notamment parce que les syndicats scandinaves offraient des services, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'assurance chômage si on n'était pas syndiqué. Il y avait tout un tas de choses comme ça pour le travailleur qui était dépendant d'un syndicat et qui permettait à ces travailleurs de se lier
Le gouvernement en a pris conscience et a choisi sciemment de ne pas aller dans cette direction-là. Et on voit aujourd'hui où on en est des taux de syndicalisation en France. Donc tout ça, évidemment, n'est pas fortuit. Non, tu es d'accord. Toujours. C'est plus prudent. Mais le choix de... Peut-être là où on s'est retrouvé avec Pierre-Henri, c'est peut-être pas systématiquement, mais il y a quand même une assez large place qui est faite à la représentation du travail, quand même, chez nous. Parce que ça peut être des lieux de travail, comment les gens se construisent par leur métier, etc. Dans mes bouquins, il y a toujours un moment où on fait l'amour et puis un moment où on va bosser, quoi. Et alors que la littérature a parfois tendance à expulser ces dimensions-là, surtout le travail, et à peut-être pas représenter, alors que quand même dans nos vies, ça occupe une place majeure et qui constitue nos identités. Et en plus de ça, tu peux m'interrompre, mais je crois qu'on partage tous les deux une certaine ambivalence vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette représentation, parce qu'on trouve ça souvent assez beau aussi d'être travailleur à l'ouvrage. En tout cas, quand on dessine ça, dessiner des gens en train de faire ça, moi c'est quelque chose qui me passionne, que ce soit un cuisinier ou un type qui fait de la métallurgie. C'est moins vrai du travail de bureau, c'est moins chouette à dessiner, mais le travail manuel, peut-être parce que je m'y reconnais, mais je garde quand même un peu de fascination pour ça. Et aussi, je dois dire, un peu de nostalgie, le voyant disparaître dans plein d'endroits, et notamment on avait été ensemble à Hayange, moi pour dessiner et Nicolas pour se documenter. Ça fait drôle de voir ces lieux-là, les monstres de métal qui sont comme ça à l'arrêt. Mais de fait, il y a plus de fascination pour ce travail industriel ouvrier que pour le consulting. De fait, une espèce de nostalgie de... Je sais pas si... Alors, moi, le consulting, ça m'a quand même bien fasciné. On a fait des tartines dessus dans Connemara. Mais selon les outils qu'on emploie, c'est plus ou moins facile à représenter. C'était dessiner un consultant en pleine action, ils vendent de la matière grise. C'est pas facile. Alors que moi, je peux donner à sentir ce qui se passe et puis les engrenages, enfin les rouages de ces métiers-là. Je dirais pas que c'est des métiers tous inutiles d'ailleurs, mais ils sont plus ou moins faits avec du vide, voilà. Oui, puis et par ailleurs, ils sont pas inutiles du tout, ils sont très utiles aux gens qui les commanditent. Ils savent très bien ce qu'ils désirent et ils parviennent tout à fait à leur fin. C'est vrai que moi, à dessiner, c'est de grands un haut fourneau qui émerge de la ville sur une vallée un peu mal foutue. Dessiner, c'est chouette. C'est avec des bureaux glacés en métal et en verre, c'est moins chouette. C'est si beau, un open space. Et pour venir sur vos ouvrages, est-ce que mobiliser la conscience ouvrière, ça ne peut pas aboutir sur le plan romanesque, fictionnel, sur des choses plus positives, avec moins de pessimisme social? C'est pas nous, ça. Il va falloir faire une autre lecture optimiste, car là, on ne va pas pouvoir vous aider. Alors il y a deux choses dans votre question. C'est de se dire, pourquoi ne pas représenter des collectifs qui pèsent et qui arrivent à produire quelque chose politiquement. C'est un aspect, on peut l'entendre comme ça, votre question. Puis l'autre, c'est se dire, en produisant de la fiction, comment on affecte ces gens pour les bouger, Alors, moi, je suis parti du roman noir et je me disais, quand j'expliquais ce que j'avais essayé de faire, je disais toujours, j'ai essayé de faire un roman accessible à tous, sur le peuple. Et une éditrice m'avait dit, t'es bien rigolo avec tes ambitions, mais en fait, à la fin, ça n'est jamais que des bourgeois qui te lisent. En fait, atteindre les gens dont on parle, c'est quand même vraiment difficile.
Et est-ce qu'il faudrait faire des romans qui donnent à voir ce qui se passe bien? Sans doute. Et c'est pas moi qui les ferai. Non, et puis je pense que ça doit être un peu mon passé de sociologue, mais il y a là-dedans quelque chose de terriblement normatif qui me fait très peur. De commencer à dire voilà ce qu'il faut faire, regardez comme ça se passe bien. Je trouve ça produit souvent de la mauvaise littérature ou de la mauvaise bande dessinée. Donc, je suis très méfiant sur le sujet. Désolé pour l'optimisme. On va rester sur une note pessimiste. Non, par exemple, Avec le sourire. Est-ce que Pierre-Henri, tu partages l'idée selon laquelle, sans ordre social coercitif, vu du dessus, l'état naturel des êtres humains, c'est la guerre de tous contre chacun, si tu vois à quoi je fais référence. Tu parles de l'état de nature selon Hobbes plutôt que selon Rousseau. C'est cité dans ce là. Voilà. En fait, à la fin du tome 1, il y a une référence au Léviathan de Thomas Hobbes. Et pour qui, oui, sans le Léviathan, c'est-à-dire ce monstre mythologique, les êtres humains se tapent les uns sur les autres, j'ai un peu l'impression. Non, mais c'est vrai que c'est une vision ultra pessimiste, là, je suis désolé. Ça, c'est de la faute de Gilles, hein. Moi, je ne voulais pas parler de ça. On va peut-être chanter une chanson. Mais il faut savoir que le Léviathan, il prend... ça dépend comment on lit la version hobbésienne de ce Léviathan, parce que ça peut être parfaitement c'est-à-dire un truc collectif, quoi. C'est pas nécessairement un seul, il est incarné par ce Léviathan, mais c'est un monstre communautaire, quoi. Donc c'est pas nécessairement la dictature, parce que je pense qu'il y a pas mal de contresens qui ont été faits là-dessus. Une vision du tyran par Hobbes, je pense que c'est beaucoup plus fin que ça. Donc ça empêche l'idée d'une gestion horizontale, immédiate, peut-être. D'après Rousseau, au-delà de 20 personnes, il n'y a plus de démocratie. Il y a une question, je sais pas. Bonsoir, merci pour ces lectures, c'était très chouette. J'avais une question à vous poser parce que je me la pose moi-même et j'ai pas la réponse. Dans l'industrie culturelle, il y a beaucoup de créateurs qui parlent du monde du travail, qui en parlent très bien, qui l'analysent avec beaucoup de précision et parfois avec un regard très critique. Pourtant, il y a une contradiction dans cette industrie, c'est que les créateurs eux-mêmes sont souvent, dans leur rapport de travail, très individualistes et travaillent pour une industrie, si on prend le cas de l'édition, qui est très concentrée, qui impose aux auteurs des événements comme la rentrée littéraire par exemple, qui a ou venir vous voir. Pardon. Ou venir vous voir. Et je me pose la question, je ne vais pas parler de mon expérience personnelle, mais je me pose la question de comment est-ce que vous vivez cette situation, c'est-à-dire cette contradiction entre le fait que des auteurs qui comprennent très bien le monde du travail finalement n'imaginent pas, je ne sais pas, des maisons d'édition qui échapperaient, qui socialiseraient peut-être une partie de la richesse qui est créée par les créateurs. Comment se fait-il que beaucoup d'auteurs engagés se retrouvent individualisés, isolés, et comment est-ce que vous vivez cette situation-là ? Un truc déjà, je pense que la plupart des travailleurs du champ culturel, en fait, n'en vivent pas. Et donc, ils ont un job à côté, ils se débrouillent comme ils peuvent, et puis ils font ça à côté. Donc, ceux-là sont moins prompts, sans doute, à s'organiser que ceux qui le feraient à plein temps. Et je pense que dans la création, il y a une pente à l'individualisme, pour ne pas dire au narcissisme, qui sans doute fait un peu obstacle aux possibilités d'organisation qui pourraient être les nôtres pour imposer effectivement des rapports de force différents par rapport aux industries de la culture. Voilà. C'est-à-dire, on voit bien quand on regarde un camembert de la répartition de l'argent dans l'édition,
l'auteur, c'est celui qui a la portion congrue, mais pour inverser cette tendance-là, il faudrait, oui, construire des collectifs, s'organiser, etc. Pour l'instant, ça ne s'est jamais fait de manière très efficace. Il y a des syndicats d'auteurs, il y a des, pour les scénaristes pareil, etc. Mais c'est très difficile. Et puis un bon nombre d'entre nous ne savent pas compter. Moi, c'est assez différent dans la mesure où j'ai pas du tout l'impression de travailler. J'ai travaillé avant, j'ai fait d'autres métiers et j'ai bien ressenti là le besoin de se structurer en collectif et d'inverser les tendances. C'est pas du tout ce que je vis en tant qu'auteur. Même si je ne fais que ça, j'ai jamais l'impression d'être au travail. Et bon, il y a eu des travaux de sociologues sur la question. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est en fait dans la situation de l'ouvrier anglais au 19e dans le monde de l'édition. C'est tout simplement parce qu'on est dans un métier qui est à structure vocationnelle. C'est-à-dire que moi, si on ne me payait plus, je continuerais à le faire. Et il est là le problème. Et ça c'est vraiment fondamental. Si je ne gagnais pas ma vie avec, je reprendrais un job à côté et je continuerai. Et c'est pareil, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Ce qui est marrant, c'est que le capitalisme utilise cette manière d'envisager le travail, c'est-à-dire par la passion, la vocation, pour essayer de l'inférer dans tous les domaines. Et il y a un bouquin qui s'appelle « Portrait du travailleur en artiste ». On essaie d'expliquer aux gens qu'en fait, il faut tout donner parce que... on essaye d'appliquer ce caractère sacrificiel dans des domaines en fait qui sont a priori pas des vocations. Voilà. C'est encore pessimiste. Bonsoir. Moi, c'était un moment où vous avez parlé de votre fascination, de votre intérêt pour les mondes qui disparaissent. Et donc, s'il y a un monde qui disparaît, il y en a un autre qui réapparaît. Donc là, vous êtes plus dans, si j'ai bien compris, le monde qui disparaît. Mais qu'est-ce qu'on en fait du monde qui disparaît? Le représenter, en fait, ça implique quoi, en fait? À quoi ça sert, en gros? Et pourquoi est-ce que vous représentez des mondes qui apparaîtraient? Est-ce que vous auriez envie de représenter des mondes réapparaître? Alors, je vais vous donner un exemple de roman qui se trouve sur cette ligne-là, de fin d'un monde et début d'un autre. Leurs enfants après, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, c'est la fin de la grande geste ouvrière. Le désir de représentation que j'avais vis-à-vis de ça, c'est de faire quelque chose qui soit à la fois une célébration et en même temps un portrait lucide qui montre bien que c'était pas non plus paradisiaque, etc. Donc une volonté de justesse quand même dans la représentation qu'on en fait. Et il me semble, moi, que quand on écrit ou qu'on dessine, on essaye toujours d'arracher de la matière à la fugacité. Tout passe, tout sera balayé. Et nous, avec nos petits moyens, on essaye de dire quelque chose du monde et de le fixer quelque part. Et quand on fait le portrait d'un monde en déclin qui se meurt, il y a ça, c'est d'en conserver quelque chose. Surtout si c'est le monde de nos pères, quelque part. Et puis, moi, il me semble que dans les bouquins, quand même, on voit les autres mondes qui surgissent. Alors, ils sont frais, ils sont critiquables aussi, et puis peut-être qu'on en fait un portrait plus hésitant, parce qu'on ne sait pas encore ce qui s'y passe vraiment. Par exemple, la stagiaire dans Connemara, c'est vraiment le monde qui vient, ça. Oui, puis il y a un truc que Nicolas dit souvent, du moins en ma présence, c'est que s'il a une petite composante mélancolique, il n'a pas de nostalgie. Et ça je m'accapare complètement ce point de vue. Évidemment, il y a quelque chose de terriblement nostalgique. Enfin, moi, quand je fais Slava, c'est parce que je me trimballe dans les pays de l'Est ou du Caucase et que je vois des pays quasi à l'abandon. Et on ne peut pas faire semblant que c'est rien. Et si c'est pas si gai, c'est aussi ce qu'on ressent. Et moi, mon désir est de dire ce que je ressens.
Par ailleurs, là-dedans, et tout le traitement qui a été fait de Slava, c'est celui de la vie malgré tout. Et ce que j'observe aussi, c'est-à-dire que quand vous regardez le premier regard qu'on voit, ce sont des usines rouillées, mais le second, ce sont les gens qui vous invitent, et ce sont les discussions que vous avez avec eux, c'est le fait que moi j'ai été beaucoup plus accueilli et ça a été beaucoup plus gai dans ces pays-là que quand j'étais en Allemagne, puisque j'étais parti de Strasbourg vers ces pays-là à vélo. Donc je ne crois pas du tout que ce soit la nostalgie d'un monde qui s'éteint. C'est vraiment, c'est juste, moi c'est le monde dans lequel je vis, je le vois, et je ne peux pas raconter quelque chose d'autre. Et encore une fois, dans Slava, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est la vie malgré tout. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je reviens. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de travail Et justement, tu parlais de voyage et sur les lieux que vous investissez et qui sont c'est vraiment très important dans vos écritures respectives et très différent pour le coup, parce que toi tu as vraiment un enracinement dans le Grand Est, on y revient toujours et ça marque quelque chose, un attachement, une tendresse particulière. Toi c'est plutôt mais tu dis ça d'ailleurs dans un des bouquins qui est là, enfin dans celui-là, où tu dis que ce qui motive l'écriture des histoires c'est le voyage. Donc c'est plutôt l'aspect, je découvre un autre territoire, et si on prend l'ensemble de tes travaux, il y a la Terre qui se passe en Afrique, la fuite du cerveau qui se passe aux États-Unis, etc. Donc chaque fois c'est un nouveau lieu. Mais pour revenir à Slava et aux romans qui sont situés dans le Grand Est, moi ce que je trouve assez paradoxal, je ne sais pas si vous validerez ce paradoxe, c'est qu'en tant que lecteur, j'adore lire les histoires que vous racontez, mais par contre j'ai pas du tout envie d'y aller. Alors, c'est un tort. Moi, c'est un peu le reproche qu'on me fait dans le Grand Est. C'est bien beau vos bouquins, mais ça ne va pas nous attirer du monde. Et bon, je ne suis pas à l'office de tourisme non plus. Sache que avant de faire Slava sur les pays de l'Est, le premier boulot que j'ai eu en Biélorussie, c'était de faire des prospectus pour les parcs nationaux. Alors, les parcs nationaux en Biélorussie, je ne sais pas si vous imaginez, mais je pense qu'il y a 30 personnes qui sont venues depuis 20 ans. Donc voilà, on ne peut pas surdouer de la chose. Mais après, moi, je ne suis pas très d'accord avec vous, parce que le Slava, moi, ça m'a donné envie d'y aller. Je trouvais ça à la fois très beau, très aventureux et riche de rencontres pittoresques. Ouais, assez tranchante parfois. Quoi. Et s'il n'y a pas de questions, j'en ai encore une moi à vous poser, mais vraiment purement formelle, en fait sur le goût, la gourmandise de langage que vous avez. Le travail de Nicolas Mathieu, j'ai noté la formule, mais à chaque fois a pu être qualifié de... Moi j'ai pas mes lunettes, ça sert à rien. Je crois que c'est impur et vénère, quelque chose comme ça. C'est un entretien. Donc oui, voilà, impur, vénère, il y a un troisième terme. Et donc il y a une hybridité du langage, et qu'on retrouve aussi chez toi, notamment entre les récitatifs qui sont plutôt avec une forme un peu académique en termes d'écriture, et puis le langage parlé, l'oralité qui intervient dans les échanges entre les personnages. Et à cette hybridité, on pourrait encore rajouter dans ton cas le fait que tu joues avec les dessins, puisqu'il y a plein d'états d'âme, de sentiments qui sont symbolisés par des tout petits dessins qui ressemblent à des logotypes, pour éviter de longs discours. Donc ça rajoute encore dans l'hybridité du langage. Et est-ce que pour tous les deux, ça finit, ou ça définit un style, ou est-ce que le mot style, c'est un gros mot pour vous? Ça peut l'être. Il y a des autrices pour qui c'est un gros mot. Que Dieu les garde. Maintenant, le style, c'est quand même l'horizon majeur de tout art. Enfin, en tout cas, moi, j'appartiens à cette vieille école-là, c'est de se dire que ce qui fait la différence entre le journal et une œuvre d'art, c'est le style, quoi. Un roman, et que ce qu'on va chercher dans un livre, c'est qu'il y a une empreinte singulière, qu'un type
de moyen d'expression ait traversé quelqu'un et soit devenu reconnaissable et singulier. Mais cette question du style, elle m'importe en dessin, en musique, mais en sport aussi. Je veux dire, le style de McEnroe et celui de Borg, c'était pas la même chose, et c'était beau pour ça. Et quand on regarde, je sais pas, Haaland ou Zidane, ils jouent pas au foot de la même manière du tout. Et c'est les mêmes questions qui se posent. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif stable, imaginons le langage, une grammaire, une syntaxe, un vocabulaire, ou le foot, un terrain, 2 fois 11 mecs, des règles, etc. Et comment ça, un système qui a été stabilisé, qui est réglé, il traverse quelqu'un et que quelqu'un en fait quelque chose d'autre? Comment il produit une déviation là-dedans? Moi, je pense que c'est une des choses les plus savoureuses dans notre existence. Et sur l'hybridité, en tant que style, qui ferait un style... Alors, je m'en suis rendu compte. Moi, je pense que oui, j'ai un style qui hybride des choses, notamment la langue maternelle que j'ai, enfin la langue de ma mère, et puis la langue que j'ai acquise à la maternelle, enfin à l'école, quoi. C'est-à-dire, ça mélange sans cesse, il y a des niveaux de langage différents, il y a des clashs dans une même phrase parfois, etc. Et je ne crois pas qu'un style, ça se décide. Je ne me suis pas levé un matin en me disant je vais mêler ces choses-là et puis ça fera quelque chose de singulier. C'est on pratique, et puis à un moment, il y a quelque chose qui devient un peu nous, quoi. Voilà. Moi, pour moi non plus, c'est pas du tout un gros mot, le style. Ce qu'il y a, c'est que la bande dessinée est un art plus jeune. Et il me semble qu'il y a encore énormément de choses à explorer justement dans les différents niveaux. C'est-à-dire qu'on peut dire 3 fois son contraire dans une page. C'est-à-dire que entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qui est dit en voix off, et dans ces interstices-là, il se cache des tonnes de sens. Donc, et en plus de ça, la bande dessinée, je pense que c'est d'abord un médium de la relecture, plus que de la lecture, et donc on peut s'amuser à truffer. J'aime moi les choses qui fourmillent, et c'est pour ça aussi qu'il y a des pictogrammes partout. En fait, il y a du sens autant que possible partout dans la planche. Moi, ça m'amuse à la fois en tant que dessinateur, mais ça m'amuse aussi en tant que lecteur. Enfin, je me souviens jeune avoir été fasciné par des détails que je n'avais pas vus, et puis le fait de relire et de découvrir un pan complètement caché de ce qui était dit dans la planche. C'est des choses avec lesquelles je joue. Après, ce qui peut me faire peur là-dedans, c'est le côté gimmick, en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de l'importance de la voix off et de son décalage. Et j'ai un peu, je trouve que ramener comme ça, ça me fait peur de faire toujours la même chose et d'avoir toujours le même angle, etc. Donc c'est à la fois quelque chose que je recherche et que je crains. Une dernière question. Après, c'est fini. Après, on bouffe. Bon, on peut peut-être s'arrêter là. Non. Oh, pardon. Non, je croyais que vous leviez. Ok. Bon, merci beaucoup pour cette rencontre. Donc il y a des livres là. À acheter. Hein. À acheter. C'est une énorme. Parce qu'on est dans une médiathèque, il ne parlait pas du fond. Oui, c'est ça. C'est pas l'usage habituel ici.